Donc bon, voilà, une bonne entrée en matière. Alors je sais pas si déjà, évidemment, enfin, vous pouvez répondre à des questions si vous avez ou interagir, ou dire ce que ça vous a inspiré. J'ai bien aimé le serpent, c'est le nom du serpent, c'est quoi? La vouivre. La vouivre. Dans la manière dont comment le monsieur raconte, on a l'impression qu'on a affaire à une sorte d'alchimiste. Exactement. Un alchimiste. Des discours d'alchimiste. La manière dont la logique et tout ce qui découle de ce que vous dites, etc. À la manière d'un alchimiste. Ah oui. Ah oui, tout à fait. J'ai entendu quelques alchimistes s'exprimer et effectivement, on retrouve des points communs dans la manière de présenter les choses. Oh, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est la première fois qu'on vous dit ça, mais... Ah bah oui. Bon, mais moi, je me permets de vous le dire. C'est bizarre parce que quand... Après, je veux pas que ça vous offense non plus. Non, mais je suis très curieux parce que notre seul contact tout de suite sur le conte, je donnais une manière d'interpréter les contes. Parce qu'en fait, le conte, il y a le premier degré qui fait qu'on considère que les histoires de monstres, les histoires de princes charmants, tout ça, c'est pour les enfants. Alors qu'en fait, toute l'interprétation d'un conte est basée sur les symboles. Donc, on peut avoir une lecture psychologique, une interprétation psychologique d'un conte, mais on peut aussi avoir une interprétation alchimique d'un conte. Et je donnais un exemple que je trouve... Mais je connais rien à l'alchimie, hein, je me défends bien de quoi que ce soit. Je sais seulement que quand on parle de Blanche-Neige, par exemple, Blanche-Neige, quand dans le conte, la reine demande au chasseur de ramener le cœur de l'enfant, c'est une version Walt Disney. C'est une version pour faire plaisir, c'est-à-dire que le cœur, ça fait plus joli. Mais en fait, la reine demande au chasseur de ramener le foie et le poumon. Alors moi, je ne m'y connais pas assez dans ce domaine-là, sur le conte de départ, je parle. Je ne m'y connais pas assez dans ce domaine-là, mais quand justement Walt Disney change des codes comme ça, il fait perdre tout le sens alchimique au conte. Pour celui qui serait passionné d'alchimie, pour qu'il puisse comprendre le conte, il faut automatiquement qu'il reparte sur une version initiale, une version de départ. Et c'est vrai que dans les contes, aujourd'hui, chacun, parce que moi je fais partie d'une association de conteurs, je vois bien que personne ne s'occupe de la symbolique. Tout le monde essaye de personnaliser le conte comme ça, et personne ne s'occupe de la symbolique. Et moi je trouve ça dommage, parce que pour moi c'est essentiel. C'est vraiment une question d'équilibre. Alors justement, je rebondis, parce que j'ai fait des petites recherches sur psychologie et contes. Et il y a, alors évidemment, il faut payer pour avoir accès à la totalité de l'article, mais il y a un article qui s'appelle Contes d'Andersen et discussions scientifiques. Et en fait, ça parle de physique quantique. Donc ça touche un petit peu, enfin, tout est une question d'équilibre, d'harmonie. Et l'harmonie, bon, si on revient dans des chakras, etc., ça va ouvrir en fait, ça fait sens, ça connecte. Alors, bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, si on vient un petit peu avant, dans l'éducation des enfants, il fallait les dresser, enfin, il fallait qu'ils rentrent dans le moule. Donc, un enfant qui joue trop, qui est trop créatif, ça va pas, parce qu'il perd son temps, c'est futile. Il faut qu'il fasse des choses rentables, il faut qu'il apprenne à l'école. Et en fait, on s'est aperçu ces dernières années que finalement, l'imaginaire, le conte, eh ben, ça permettait de développer des aptitudes cognitives et d'être beaucoup plus performante dans la résolution de problèmes pour les enfants. Donc finalement, le conte agirait un petit peu d'une certaine façon comme la méditation. La méditation, on sait que ça permet de densifier la substance grise, ça permet de myéliniser le cerveau. Donc, voilà, on va renforcer le préfrontal. Alors le préfrontal, c'est ce qui permet de réfléchir, d'anticiper, d'analyser, de comprendre, d'introduire du délai, d'accepter la frustration que nos enfants ont moins avec les écrans, avec l'immédiateté, on clique et hop, on l'a. Donc voilà, le conte, on s'est aperçu qu'au niveau
les neurosciences, finalement, eh ben, c'était très efficace pour les enfants. Alors le conte est aussi le fait de s'ennuyer. C'est-à-dire que tout ce qui est activité qu'on n'estime pas productive aujourd'hui au sens capitalistique du terme, je dirais, eh ben, au contraire, justement, est très épanouissante et permet à un être humain de se construire de façon adaptée et de rebondir. En fait, ce qu'on voit avec le conte, et c'est en là qu'il y a quelque part de l'alchimie, moi je trouve que c'est assez jouissif, enfin. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais ça procure vraiment une... on se nourrit ces petites cellules presque, j'ai envie de dire. Et les enfants, on voit que finalement, ceux qui s'ennuient ou qui développent des jeux tout seuls, qui vont faire marcher leur imaginaire, qui se racontent des histoires, eh ben, ils vont être beaucoup plus adaptés pour rebondir et pour s'extraire de la situation et changer d'angle de vue. Et c'est ce qu'on cherche à développer avec la méditation, de changer de point de vue sur les choses, de prendre du recul. Et ça, le conte contribue à ça. J'ai trouvé ça dans ma petite recherche. Alors après, si vous voulez, je peux aussi vous lire, j'ai pas tout retenu, mais un petit peu l'analyse de certains contes de fées, puisque vous savez qu'il y a un bouquin qui a fait autorité dans le domaine qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Donc j'imagine vous voyez un petit peu. Bruno Bettelheim, c'est celui qui a dit, bon, on était au moment de la Seconde Guerre mondiale ou un peu après, c'est celui qui a dit que les mamans étaient très très méchantes parce qu'elles créaient des enfants autistes. Bon. Donc maintenant, on n'en est plus là, mais ça c'était il y a quelques années. Mais il avait aussi fait une psychanalyse des contes de fées, alors voilà, c'est de l'analyse, mais bon, c'est assez intéressant. Après, moi, je vous dis, je peux vous lire les trucs, mais fiez-vous vraiment à votre ressenti, votre instinct, si ça vous parle ou pas. C'est pas parce qu'une personne a fait une analyse d'une certaine façon que c'est ça qui va faire sens pour vous. Hein. Donc, voilà, donc ouais, l'alchimiste... bon, après, je sais pas. Vous voulez que je vous lise un petit peu certains... Pour en revenir aux enfants, à ce que vous disiez sur les enfants, aujourd'hui les contes sont au programme scolaire, c'est-à-dire qu'à l'association est demandée régulièrement pour raconter des histoires dans les classes. C'est inscrit au programme. Après, il y a plein de choses. Toutes les classes ne le font pas. Il y a des classes qui choisissent un autre système, mais c'est inscrit il suffit qu'il y ait une institut qui soit plus motivée par ça et elle peut choisir cette option-là. Donc il y a des interventions régulières dans les écoles. Chacun... ça m'est arrivé d'y aller. Je la fréquente sur le tard, l'école. Jamais trop tard. C'est sur les jeunes enfants. Oui, jeune ou moins jeune. Là, la dernière fois qu'on m'a demandé d'aller compter, c'était un lycée agricole où c'était des jeunes de 17-18 ans. Bon, c'est vrai que c'est plus ardu comme public, parce que... bon, 17-18 ans, ils ont envie c'est l'âge le pire, ils ont envie d'autre chose que ça. Mais bon, après... Mais le conte, c'est quand même un genre littéraire qui est enseigné même dans des classes plus avancées du genre cursus lycée. Bon, après, pas par l'intermédiaire d'un conteur, mais qui est au programme. Hein. C'est un genre littéraire qui a tout à fait sa place au même titre que le roman, la poésie ou autre. La différence entre, justement, quand vous parlez du littéraire, ce pourquoi justement il y a des classes demandées, c'est pour l'oralité. Parce que le livre est accessible finalement à tous ceux qui ont envie d'en lire. L'oralité, c'est quelque chose qui s'est perdu. Parce qu'en fait, l'oralité, c'était la langue du peuple. L'écrit était le langage des lettrés. Et justement, le conte raconté aux enfants redonne un peu de place à l'oralité. Après, je ne sais pas si l'éducation nationale le fait pour ça. Il y a quelque chose de sacré quand même dans l'histoire d'écouter un conte. J'essaie de faire un parallèle entre un gamin qui va lire un livre qui n'a pas les mêmes... comment dire
intentions d'explication, donc il va se faire une idée. Un gamin qui va regarder un film qui est assez effrayant, en fait on lui met tout, on lui place tout dans la tête, il a besoin de rien. Par contre un conte, il écoute, il écoute, il voit, il réfléchit, et à mon avis là ça débloque beaucoup plus de choses, parce qu'en fait c'est peut-être bon qu'il ait peur par rapport à un conte, plutôt que le peur devant un film d'horreur. On sait que je pense que les endroits du cerveau doivent pas être les mêmes. Et on est très manipulable par l'image. Les médias le savent, et du coup tout ce qui est... vous voyez bien à la télé quand on fait un montage pour... affolant, hein, comme les médias aiment bien faire, oh là là mon Dieu, donc tout de suite ils vont montrer des images. Si ça se trouve, la parole, l'explication n'a pas grand chose à voir avec l'image, mais nous tout de suite, effectivement, ça s'imprime dans des zones du cerveau. Hein. Et j'ai aimé les petits temps, les temps de je pose salade, démerdez-vous avec ça, et hop, je reprends, j'ai bien aimé, parce que ça nous laisse le temps de bien assimiler tout et de repartir sur autre chose. Le rythme aussi, et la sémantique, ouais. Mais le conte était défini, et est défini, et je pense vraiment que c'est ça, comme un espace de liberté. Ouais. Je me souviens avoir raconté une histoire à mes tout débuts, où dedans je parlais d'un curé qui avait un jardin, et le jardin était entouré de haies. Et je me rappelle à l'époque, il y avait un conteur professionnel qui était avec nous, et puis comme j'avais raconté ça à un groupe de personnes un peu comme là, le conteur professionnel demandait à chacun comment il avait vu la haie. Et en fait, chacun avait vu une haie. Alors, moi, sur le coup, ça m'a fait drôle, parce que quand j'avais décrit, la haie que je décrivais, je voyais. Pour moi, c'était une haie à peu près comme ça, je vais dire. Et puis alors après, on avait les gens qui donnaient tous une taille très différente. Alors je me disais, merde, je l'ai mal raconté. Chacun a le droit de placer les images qu'il veut sur le récit. Et pour des enfants comme pour des adultes, je trouve ça extra, parce qu'on est quand même hyper manipulé, donc du coup là on est libre de faire ce qu'on veut avec ça. Et ouais, c'est vrai que je trouve ça pas mal. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a un truc qui me vient à l'esprit, la ligne de conduite, c'est le Dahu, l'animal que tout le monde connaît. Sauf que le Dahu, selon les régions et selon comment on l'explique, donne dans la tête des gens on sait qu'il a 2 pattes gauche et 2 pattes droite, voilà, on le sait. On sait comment le chasser, mais on ne le chasse pas de la même façon selon la région, et on le chasse même de différentes façons dans la région même. Vous connaissez le Dahu, forcément. Voilà. Et nous, sur le Havre, on a une race de Dahu qui est sur les flancs de falaise, donc on explique aux enfants comment ça fonctionne. Et si vous allez dans le sud de la France, c'est pas du tout de la même façon. Dans les montagnes, c'est pas pareil, sur du plat, c'est pas pareil. Mais le Dahu est toujours là. Et ça, dans l'imaginaire des gens, c'est incroyable comment c'est percutant. Jusqu'à aller sur Wikipédia, vous allez sur Wikipédia, vous avez une fiche Dahu. L'explication d'un Dahu, qu'est-ce que c'est qu'un Dahu, comment ça se reproduit. Formidable ça, c'est formidable ça. Et quand vous expliquez ça à un enfant, c'est juste merveilleux de voir le gamin 2 pattes gauche. Donc le gamin dans sa tête, il voit la hauteur de la haie. Pour lui, c'est les pattes gauches sont plus petites comme ça, les pattes droites. Et alors là, les questions commencent à arriver, mais comment ils font pour se voir, voilà, après on explique, hein, on enjolive. Et c'est l'histoire de la haie, quoi, c'est exactement ça, voilà, c'est l'imagination qu'on se fait. C'est pour ça que les légendes urbaines aussi, ça marche bien. Ouais, je sais pas d'où c'est venu, Dahu, je regarderai, parce que j'ai toujours connu ça, le Dahu, j'ai toujours connu ça. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, du coup, je reviens un petit peu... Alors, je parle de physique quantique, c'est pas que c'est pas de la psychologie, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais tout est en lien, hein. Enfin, bref. Donc, la sémantique, en fait, je sais que souvent, pour vous, c'est important d'utiliser un mot à bon escient et pas un autre, pas un mot à place d'un autre. Et ça, nous, en psychologie, on sait que la façon dont on pense, ou les mots avec lesquels on pense, ou comment on va s'adresser à l'autre, c'est très important. Parce qu'en fait, quelque part, on va créer sa réalité. Si je renvoie tout le temps à l'autre des critiques ou des choses négatives, finalement, je vais lui créer aussi une image négative. Je vais définir cette personne d'une certaine façon et je vais créer une interaction aussi. Donc moi, je suis proactive dans ma façon de définir ma réalité. Et on voit bien dans l'éducation, hein, de ce que je renvoie à mon enfant. Si je suis continuellement en train de l'humilier ou de dénigrer, forcément que je vais lui créer une image de lui qui va ensuite définir pas mal de choses dans sa vie. Donc en tout cas, la sémantique, la façon dont on parle,
et même la façon dont on pense. Donc c'est pour ça que le changement d'angle de vue et le fait d'être plastique, un peu comme un Rubik's Cube dans sa tête, hein, de savoir bien bouger les choses, c'est hyper important. Donc, je rebondissais là-dessus parce que aussi ce qu'on sait avec, du coup je fais un lien avec la théorie des cordes, donc bref, j'ai un petit peu... Quelqu'un connaît un petit peu ça? Oui. Ouais. Donc peut-être vous allez connaître mieux quoi, parce que moi je suis encore en train d'essayer de comprendre comment... voilà. Donc en gros il y a des champs vibratoires, l'espace est plein de champs vibratoires et d'informations. Et avec quel champ vibratoire, avec quelle corde je vais décider de jouer. Un peu comme un instrument à cordes. Voilà. Alors je peux en sortir tout plein de sons, je peux décider de mal jouer et je peux essayer d'affiner, d'avoir plus de doigté et justement d'utiliser vraiment la sémantique qui convienne, la bienveillance aussi, l'intentionnalité, vous en avez parlé, pour utiliser des champs vibratoires corrects. Et ça, je trouve que, enfin moi je dis ça ouvre les chakras parce que je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais en tout cas, je pense que ça a vraiment un effet sur les cellules. D'ailleurs, on sait que le son a un effet sur les cellules. Hein. On peut créer de la méiose avec certains sons. C'est une thérapie. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment lien, le conte, la psychologie, la physique quantique. Je pense que je vais essayer de me procurer l'article là. Mais tout fait sens, c'est thérapeutique. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait, c'est beaucoup utilisé dans le développement personnel, les contes, et il y a aussi des thérapies sur le conte, des thérapies basées sur le conte. Mais finalement, quand on se raconte une histoire, et ça c'est ce qu'on voit aussi au niveau neurophysiologique, la thérapie, ce n'est que changer d'angle de vue sur les choses, sur les souvenirs. Alors pas se mentir, mais finalement digérer, maturer certaines choses pour les voir de façon à ce qu'elles soient digérables et à ce qu'il n'y ait plus d'émotions perturbantes. Donc la façon dont je me raconte certaines choses me permet, moi, de bien vivre ma vie et de bien me construire et d'avancer de façon positive ou harmonieuse. Donc le conte contribue à ça. Hein. D'ailleurs, les enfants, on a tous vu ça, il y en a, ils veulent qu'on leur raconte toujours le même truc. Ah, raconte-moi l'histoire là avec l'éléphant. Ça fait 10 fois que je te la raconte. Ah non, encore celle-là. Voilà, mais en fait, eux, ils ont besoin, il y a un truc là qui leur parle, ils ont besoin de se l'approprier et ils sentent que là, il y a un truc. Ils n'ont pas compris, mais... Et à force, à bout d'un moment, ça y est, ça a maturé, ça a fait sens et ils passent à autre chose. Et après, oh non, ça là c'est bon, hein. mais en fait, ils ne se la sont pas appropriés, ils l'ont intégré. Oui, alors voilà, typiquement la sémantique, j'ai pas utilisé le mot qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est très important. On utilise continuellement des mots sans se rendre compte de l'impact qu'ils ont. Je me permets j'explique pourquoi je me permets de replacer un mot comme celui-là, c'est parce que depuis plus de 20 ans que je suis dans le milieu des contes, à chaque fois que j'ai fait un stage avec un conteur professionnel, il nous disait « faut s'approprier l'histoire ». C'est un mot que je trouve complètement déplacé, parce que j'ai jamais autant entendu le mot « s'approprier » que depuis que je suis dans les contes. Les paysans, on leur reproche toujours de s'approprier de la terre, de tout le bazar. On le reproche, et avec juste raison dans certains cas, là-dessus, et à cause de ça, le mot dans la paysannerie, je l'entends jamais. J'arrive dans le milieu des contes, on sort à tout bout de champ. Et ça m'a fait drôle, parce qu'il a fallu que je discute dur pour empêcher qu'on emploie ce terme-là. C'est un mot qui, si on devait faire 2 colonnes de mots élégants et de mots vulgaires, celui-là je le mettrais tout de suite dans la colonne des mots vulgaires. Pour moi, un conte, ça s'intègre. Quand on l'a intégré, on l'a enrichi de notre propre vie, de nos propres réflexions, et derrière, il en ressort peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais pour moi, le mot intégrer un conte est beaucoup plus adapté que de s'approprier un conte. D'ailleurs, est-ce que vous inventez des contes? Est-ce que vous créez des contes? Pas inventer, créer. C'est pas vraiment des contes. Je fais gaffe à ce que je dis parce que en fait c'est du alors... Pardon? Je fais gaffe à ce que je dis parce qu'en fait non, bon, non, je peux pas dire que c'est des contes. Il y en a un, j'appelais ça le rêve inachevé.
Et puis à chaque fois que je l'ai raconté, apparemment ça a plu. Mais c'était un... Et ils rebaptisaient. Ils appelaient ça la 7e vague. Si vous voulez, je... Ouais, bien entendu. Ah, allez. Avant, moi, Comme les gamins, ouais. Pardon. Avant, moi, je voudrais savoir ce que vous mettez justement sur le terme s'approprier. Qu'est-ce que vous... Ben, en faire sa propriété, moi, j'ai acheté ma maison il n'y a pas longtemps. Il y a une dizaine d'années. Ça faisait 40 ans que j'étais locataire. Enfin, 30 ans que j'étais locataire. Et ça s'est trouvé que j'ai pu acheter la maison. Et aujourd'hui, je m'en sens pas le propriétaire. Je m'en sens plus le gardien que le propriétaire. Et je trouve que cette notion de s'approprier, aujourd'hui tout le monde veut tout s'approprier. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, on s'approprie. Si je me bute avec ma bagnole, demain, je suis plus propriétaire de la maison. Donc, du coup, en avoir été le gardien pendant quelques temps, je trouve que ça me plaît bien. C'est clair que c'est une notion qui est illusoire parce qu'on est éphémère sur cette terre. Bah, on croit posséder les gens qui sont plus ou moins possessifs. Je pense posséder telle ou telle chose. Bon, il y a des gens qui sont matérialistes, il y a des gens qui aiment posséder aussi, avoir le dessus sur les autres, etc. Mais c'est purement illusoire, effectivement, puisqu'un jour ou l'autre, on n'est plus là. Bah oui, je sais pas. Enfin bon, c'est vrai que sur le mot s'approprier, puis en plus pour un compte, je trouvais ça encore plus inapproprié, que pour un bien matériel, parce que le bien matériel, à la limite, mon portefeuille il est là, ben, je dis que c'est le mien, hein. C'est ma propriété mon portefeuille, je veux dire. Mais ça n'empêche qu'un compte, pour moi c'est tellement volatile, c'est tellement... alors en plus, quand on l'a donné à quelqu'un, quand on l'a dit donné à quelqu'un, puis qu'il a mis son image dessus, ben quelque part c'est le sien, puisque de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, on ne peut vraiment pas s'approprier une histoire. Et je suis surpris de voir à quel point, mais on a même ce mot-là est employé dans la grande musique. J'ai entendu ça à la radio dans le tracteur, sur Radio Classique. Il y avait un débat sur un air musical, et puis le compositeur s'était vraiment approprié. Et moi, je trouve que, alors en plus, une note de musique, c'est pareil, ça c'est un truc un peu... c'est pour déjà être bon, hein, parce que c'est pas... Donc pour en revenir à la propriété, on peut débattre dessus. Ce ne sont que des interprétations. Je veux dire, le musicien va jouer l'œuvre d'un compositeur qui lui peut être entre guillemets le propriétaire de l'œuvre puisque c'est lui qui l'a composé. Mais après, le musicien qui jouera ou l'orchestre qui jouera l'œuvre, ce ne seront que des interprétations. Ah oui. Oui. Voilà. Ouais. Et encore, le musicien dans l'orchestre n'est qu'un instrument, puisque c'est même pas lui qui... le tempo est fait par le chef d'orchestre. Oui, s'il est soliste, je veux dire, si par exemple le musicien est soliste, bon ben là il aura sa propre interprétation en dehors du chef d'orchestre. Mais effectivement, c'est le chef d'orchestre aussi qui va mener, qui va amener aussi l'interprétation de l'œuvre à l'intermédiaire de chaque musicien de son orchestre. Donc cette cinquième vague. Septième. Est-ce que vous voulez... D'ailleurs, il y a combien de chakras d'ailleurs? Pardon? Il y a combien de chakras d'ailleurs? Il y en a 7? Alors là, c'est un site. Là, c'est possible que ça ait un rapport, mais ça me... Il va falloir vous l'approprier. Oh là! Ça y est, il va encore démarrer là. On se calme. N'allez pas l'énerver. Notre compteur paisible. Notre paisible compteur. En fait, c'est une histoire, le départ, c'est plutôt un récit de vie, puisque ça se passait chez moi. Quand mes filles, j'ai 2 filles, quand elles ont été adolescentes, moi qui avais toujours vu la ferme assez calme, ben finalement, il a commencé à y avoir de l'agitation, parce que j'ai vu des gars débouler, ça m'a un peu surpris, mais pareil que c'est normal, donc du coup,
il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, et puis c'est vrai que l'ambiance était super sympa. Et puis il y avait entre autres un jeune Algérien, et son père travaillait dans la région parisienne quand il était petit, puis sa mère vivait sur Cabourg. Et ils étaient nombreux, les enfants, et le soir, elle les asseyait sur le lit, autour d'elle, et puis elle leur racontait des histoires. Et puis elle leur avait dit, mais vous savez, il faut toujours écouter la 7e vague. Moi, ça m'a fait tomber dans l'oreille comme ça. Et puis ça en était resté là. Et puis ces jeunes-là, dedans, ils vivaient un peu à la bohème. Et il y en avait qui squattaient sur la plage, entre deux, de penser à la ferme comme ça, entre deux ponts. Puis un jour, il rentre à la ferme, ce jeune Algérien, et il était un peu, il me raconte qu'il avait vu arriver des quarts d'enfants, soit le secours populaire, soit les trucs catholiques, je sais pas, des quarts d'enfants qu'on amenait des zones défavorisées parisiennes pour découvrir la mer. Et puis pour la sécurité, ils étaient gardés avec des grandes grilles, et puis il y avait des CRS qui tournaient autour des grilles avec le revolver à la ceinture pour tout le problème de la sécurité. Puis il avait été un peu surpris. Puis quand il m'avait fait le récit de ça, ça m'avait secoué. Puis c'est vrai que je me revoyais, moi gamin, aller découvrir la mer. Nous, je suis né à 800 mètres de la mer, à Villerville, et puis du coup, mes parents, ils nous y emmenaient 2-3 coups dans l'année. On découvrait la mer, avec nos siots, nos rotos, nos pelles, tout pour ça. Mais on était super contents, puis on découvrait la mer libre, on n'avait pas de grille. Puis c'était l'époque où, c'était dans les débuts des contes, et l'association dont je suis parti, c'était Saint-Aubin, contre-à-contre en Contre-de-Narc à Saint-Aubin-sur-Mer. Donc j'avais été à un atelier, j'avais longé la digue, puis j'avais vu les vagues. J'avais vu les vagues. Puis là, j'ai repensé qu'il fallait toujours écouter la 7e vague. Alors j'ai essayé d'écouter la 7e vague. Je comptais, mais rigolez pas, c'est pas facile. Si, essayez. J'ai donc essayé de compter la 7e vague, mais ça va vite, la 7e vague, elle devient vite la 6e. Donc j'écoutais, je me concentrais pour entendre ce qu'elle avait à me dire. J'ai rien entendu. Je suis rentré chez moi, j'ai fait mon travail, j'ai été me coucher. Puis là, dans le milieu de la nuit, je me suis retrouvé à Saint-Aubin. Dans l'eau. Moi qui ne savais pas nager. Et j'étais derrière la 7e vague. Et j'entendais une voix qui me disait, mais sauve, sauve. Puis il y avait une voix qui me disait, mais tu n'y arriveras pas. Sauve, sauve. Tu n'y arriveras pas. Et je soufflais, et je soufflais. Eh bien, ça a marché. La vague, il faut voir un peu quelle vitesse elle a passé au-dessus de la plage. Et j'étais derrière, et je soufflais toujours. J'ai vu qu'on allait s'écraser sur les maisons qui sont au bord du littoral, là. Non, non, j'ai réussi à passer en dessus. On a plié une antenne de télé, mais j'ai réussi à passer en dessus. Et là, toujours en soufflant, j'ai survolé tout le pays d'Auge. Au bout, là-bas, je suis passé sur le bord de... Là, il fallait que je souffle, parce que je suis passé sur les collines du Perche, là. Puis, c'est vrai qu'à souffler comme ça, moi, je m'étais essoufflé. Je perdais de l'altitude, et puis je voyais bien que la vague, puis c'est de l'eau salée, hein. Je voyais bien qu'on était en train d'effleurer les épis de blé. Le paysan, le lendemain, il comprendrait jamais comment que des blés aussi verts avaient jauni dans la nuit. Sûr, il ressortirait le semoir engrais pour en mettre 50 points. Hein. Et j'ai quand même réussi à reprendre mon souffle et à relever la vague comme ça. J'ai relevé la vague, et puis
puis là, j'ai commencé à apercevoir les premières banlieues parisiennes. Là, avec la vague, j'ai tourné un peu, puis à un endroit, il y avait un terrain vague. Puis là, c'était un terrain vague, vraiment vague, hein, abandonné, rien. Oh, dis donc, derrière, il y avait des HLM, tout ça. J'ai arrêté de souffler, la vague est descendue, elle s'est posée sur le terrain vague, comme ça. On dit à ce moment-là, il y a une petite fille qui sortait de son HLM, qui a aperçu la mer comme ça, qui était là juste au bout, là. Oh, elle a rentré dans la maison en vitesse pour appeler ses frères et sœurs, et puis ses voisins. Elle est ressortie. Ils se sont installés auprès de l'eau. Puis à ce moment-là, il y a eu une sirène qui s'est mise à sonner. Une sirène. Alors là, je ne comprenais pas, parce que j'avais fait attention de choisir un terrain qui dérangeait personne. Hein. Je disais, comment ça se fait, ça? Ben, puis la sirène continuait, ça n'arrêtait pas. Ben, à ce moment-là, j'ai fait comme vous auriez fait à ma place. Hein. J'ai tendu le bras, puis j'ai éteint le réveil. La journée commençait. Il nous reste 20 minutes. Bon, du coup, là, c'est des contes, récits de vie. Hein. Oui, plutôt. Après, si on, sur les contes de base, là, en relisant certaines analyses, j'étais en train de repenser comment faire, pour les enfants, ou leur permettre de s'approprier certaines choses de la vie ou certaines situations peut-être saugrenues. On parle beaucoup des belles-mères dans les contes, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas très sympa, les belles-mères. Et en fait, j'ai vu que dans certains contes, c'est ce qui permettait... En fait, c'est comme si on disait à la femme, un jour tu seras mère et ta fille sera plus belle que toi, il faut accepter de vieillir ou de perdre le fait d'être séduisante. Et que la fille devait s'affranchir aussi, que sa mère sans doute serait jalouse d'elle. Enfin, finalement, on travaille beaucoup aussi le fait de traverser les âges de la vie. Et bon, moi j'étais enseignante de yoga aussi, du coup il faut apprendre les textes de yoga, et on apprend ça aussi. C'est-à-dire qu'on va traverser le cycle de la vie. Et à chaque étape, on a comme des rites un peu de passage pour intégrer, pour accepter certaines choses, soit de perdre, ou soit d'accéder à d'autres statuts. Et je pense que les contes nous aident beaucoup à comprendre ça. Et puis alors j'ai vu aussi dans Peau d'âne, c'est vrai que moi j'adorais Catherine Deneuve, la magnifique, et ses robes de jour, etc. Là. Et en fait, non, il n'y avait pas que les robes dans Peau d'âne, quelle horreur, et il voulait épouser sa fille, c'est horrible. Un bel inceste. Il y a beaucoup d'inceste aussi dans les contes. Enfin, et alors, en fait, ce qu'ils expliquaient là, c'est que elle met la peau d'âne parce qu'a priori, ça protège son âme. Et elle se fait couvrir de cadeaux en faisant croire à son père que c'est ok pour pouvoir mieux s'enfuir. Et le conte montre que finalement, il faut délaisser les biens matériels pour accepter de grandir et peut-être d'être plus pauvre, mais plus authentique. Voilà, bon, je vous le fais en simple. Certainement que vous avez d'autres choses aussi à apporter, hein, donc n'hésitez pas. Le fait qu'il abandonne le rubis et qu'il soit reconnu en fait pour ce qu'il était foncièrement, plutôt que matériellement. Ah bah cette partie-là, ça rejoint ce conte-là. C'est la moralité de l'histoire. Pardon? C'est la moralité de l'histoire. Ben, après la moralité, chacun, c'est pareil, chacun la définit comme il a envie de la voir. Mais en fait, le message est relativement clair dans cette histoire-là. Après, il y en a sûrement d'autres. Hein, bah, moi, je la vois du côté du beau-père, moi, la moralité. Parce que le beau-père voulait pas, parce que c'était un gueux, c'était un... Et en fait, il comprend qu'un gueux peut largement apporter beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Ben, qui était pas supposé voilà. voir. L'histoire d'inceste, de belle-mère, le petit chaperon rouge apparemment... Il y a la pédophilie quand même beaucoup, non?
dans les contes quand même. Bah, Parce que le grand ouais. méchant loup... Voilà, alors grand méchant loup, a priori, enfin, je vous donne l'explication que j'ai lue, parce qu'après, ça n'est qu'une explication. En fait, c'est la découverte de la sexualité. Et que finalement, alors moi j'en ai lu aussi une lecture un peu des pervers narcissiques, c'est-à-dire que finalement le grand méchant loup qui est peut-être attirant ou qui arrive à l'attirer dans son lit, et ben bon après il va la dévorer, alors que finalement le chasseur qui va tuer le grand méchant loup, et ben peut-être qu'il n'est pas aussi attirant ou séducteur que le loup, mais finalement c'est vers des hommes comme ça qu'il faudra qu'elles aillent. Donc bon, il explique ça comme ça. Et puis il y a un conte où elle a une belle-mère, elle meurt en... Alors, vous allez me... Non mais je peux vous reprendre mes notes, mais ça va être un peu chiant si je l'oublie, donc j'essaye de vous souvenir. Elle se pique au doigt, vous savez, une goutte de sang. Bah là en fait c'est pareil, c'est le début de la sexualité ou des menstruations, et en fait c'est l'initiation de voilà, passer de la petite fille à la jeune femme. Donc il y a pas mal de symboles comme ça. Alors après, est-ce que c'est l'analyse de quelqu'un, parce que ça dépend aussi de comment la personne va l'écouter, selon son histoire, selon là où on en est. Il n'y a pas une interprétation, il y a comment ça nous parle. Donc il y en a qui vont nous parler, il y en a qui vont moins nous parler, et c'est ça qui est important en fait. Comment ça fait sens pour nous. C'est vrai que le nombre de contes auxquels on vient de parler, à chaque fois, c'est une jeune. En gros, c'est l'enfant, mais fille. On parle quasiment pas du petit garçon qui va. C'est la construction de la fille vers son avenir de femme. Après, il y a le haricot magique là. Quand même. Celui qui m'impressionnait. Celui qui m'impressionnait le plus quand j'étais gamin, c'était justement le petit poussé avec cet ogre qui dévorait les enfants. Ça m'a énormément marqué. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Parce que j'avais l'impression que c'était que centré sur les filles, non, les enfants, la construction. Enfin, ils sont toujours dévorés quoi. C'est horrible. Ouais, les contes d'Andersen, c'est hyper glauque. Ouais. J'avais acheté les contes d'Andersen pour mes enfants et finalement je l'aurais pas lu, c'est à se tirer une balle. Ce truc-là, c'est archi glauque. Moi j'avais lu des contes qui m'avaient parlé, et c'était dans une fratrie, alors je crois que c'était plutôt des frères, alors il y avait toujours celui qui se la pétait, qui était plus fort, et donc à qui on faisait plus confiance, et c'est lui qui avait tous les honneurs et qui avait l'héritage, et puis l'autre qui était valeureux et courageux, mais qui en faisait pas démonstration. Donc il y avait toute une injustice pendant le conte, et puis finalement il y avait un revirement de situation qui fait que effectivement on s'apercevait, comme dans la on s'apercevait que finalement il avait plus de valeur que son frère. Je me rends compte, c'est marrant, ceux qui m'ont parlé, ça parle beaucoup de pervers narcissiques en fait. Donc en fait c'est ça, les contes qui nous ont parlé, c'est intéressant de voir, tiens, moi il m'a parlé celui-là, alors que parfois on échange avec d'autres personnes, un peu comme les films. Il y a des films qui nous ont parlé, et puis les autres vont dire, oh, ouais, moi j'ai trouvé inintéressant. Et en fait, moi c'est pour l'analyse des contes, c'est pas trop mon rayon. Et du coup, j'entends quand même ce qui sont dit quand je vais avec d'autres conteurs. Et il y a des contes aussi où on met en avant les épreuves. Les épreuves de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres dans la vie, mais alors on les fait aussi dans la vie courante, des rencontres déterminantes pour arriver à un but bien précis. Il y a des épreuves à traverser qu'on traverse avec plus ou moins plus ou moins gaiement, je vais dire, mais bon, une fois qu'elles sont traversées, on est enfin plus libre ou plus heureux, la vie se déroule plus simplement, parce que justement on a accepté de les traverser et de faire face aux situations qui se trouvaient là, quoi. Et comme ce qu'ils disent avec la réincarnation, si on va atteindre le nirvana, en fait il va falloir dans chaque vie faire le meilleur, sortir le meilleur de soi, donner le plus possible, et pour réparer ou pour s'améliorer. Et en fait, si on n'a pas bien fait ou si on a fait du mal, à nouveau, on a la sanction de la réincarnation. Et le nirvana, c'est la libération suprême où on n'est plus obligé de s'incarner, on n'est plus obligé d'avoir une vie douloureuse, et on atteint quelque chose de désincarné, spiritualité. Moi, je trouve ça sympa comme truc, mais alors compliqué.
Ouais, pourquoi pas, mais bon, moi je considère qu'il faut essayer de faire les choses le plus cool possible, tant qu'on est là, après on verra. Parce que bon, vous appelez ça le Nirvana? Ouais, le Nirvana, oui. Le samsara. Pardon? Enfin, la libération suprême, quoi. Oui, ça, bah, évidemment, c'est sympa, mais ça faut passer par. Mais je pense que les contes, il y en a beaucoup aussi qui sont dans cette optique-là, justement. Ah oui, possible. Ouais, de permettre d'accepter les épreuves. Et c'est ça, comment je vais les comprendre. Et les contes m'aident à comprendre la trahison. Il y a beaucoup de trahison aussi dans les contes. Hein. Et puis là, Game of Thrones ou je sais pas quoi, moi je regarde pas, mais ça peut être apparenté à des contes parce que c'est pareil. Alors ils s'entretuent tous les uns les autres. Il y a des fratricides, des incestes, des viols, enfin bon, et tout le monde trouve ça génial. Enfin, je peux vous regarder peut-être, moi je sais pas, moi c'est trop violent pour moi, mais voilà, finalement sans doute que ça nous parle par rapport à des choses qu'on a vécues ou des choses similaires et ça nous permet de le traverser et de comprendre. Ben moi, ce qui me fait drôle, j'avais pas trop envie de parler de ça, mais je trouve quand même que c'est intéressant vu le contexte. Récemment, il y a je dirais, il y a 5-6 mois de ça, sur Internet, je vois l'interprétation psychologique du conte Barbe Bleue. Je lis ça. Et c'est très curieux parce que ça m'a fait comprendre quelque chose au travers du regard que je pouvais avoir sur mon père. Et je trouve ça étonnant, parce que bon, je le voyais d'une certaine façon. C'était bon. Et après avoir lu l'interprétation du conte, ça m'a sauté, ça m'a vraiment surpris de comprendre son fonctionnement et je vais presque dire sa propre prison, quoi, parce que de ce côté-là, il était pas mal non plus. Et c'est vrai que je voyais, parce que bon, chacun a ses problèmes, je voyais les miens plus centré sur le fonctionnement maternel, et en fait je m'aperçois que le couple était en harmonie. J'ai été surpris de voir ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est d'avoir eu un nouveau regard uniquement, alors que le conte Barbe Bleue, je ne l'ai jamais raconté, je ne le connais pas trop, et puis tout d'un coup je lis l'interprétation, et pouf, tout d'un coup ça me vient comme ça. Je me dis, ça c'est complètement un truc dingue, ça. Et puis bon, on pourrait dire c'est quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, tandis que moi je les compte, je suis comme un... je connais un peu, on va dire, derrière, ça m'a surpris. Alors après, chacun peut en faire autant avec d'autres comptes. Hein. Ouais, c'est l'insight. Bon, on le fait plus par rapport à des films, je pense, en fait. Je pense qu'en parlant souvent, on va au cinéma, on va voir un film, il y a des films, comme vous dites, hein, il y a des films qui engagent la conversation, auxquels on a une réflexion derrière, il y en a d'autres, non, il n'y a rien. Malheureusement, les films sont les contes de maintenant, quoi. Il y a plus de... On nous colle dans la tronche et puis voilà. C'est pour ça que le préfrontal, enfin, dans les contes, dans l'oralité, même la lecture, hein, on va s'imaginer. Et ça développe le préfrontal. C'est pour ça que je posais la question si les gens refont des contes, si les gens réinventent des contes, ou pas réinventent, mais créent des contes, plutôt que de garder des anciens contes qu'on ressasse. Oui. Des contes de maintenant, parce que les légendes urbaines, c'est pas des contes, mais quelque part, ça fait rêver, quelque part, ça engage. Et est-ce que maintenant, il y a d'autres conteurs qui créent des contes? Oui, ouais. oui, mais quand même, mais bon, souvent la base est quand même prise sur les contes. On va dire que c'est plutôt un aménagement des versions. D'accord. Ouais. Okay, mais on reste quand même sur les contes, de ce que j'ai pu observer, on reste quand même sur les contes de départ. Oui. À part dans le récit de vie. Dans le récit de vie, là c'est autre chose.
Ouais, mais ça devient vite un conte en fait, la 7ème vague, si c'est un récit de vie, ça devient très vite un conte. Hein. Ben, c'est-à-dire que la partie imaginaire, elle peut être apparentée à un conte, mais le point de départ, c'est quand même du récit de vie. Hein. Ouais, comme vous disiez tout à l'heure, il y a toujours quelque chose de vrai dans une histoire. Ah bah oui. Bah, du coup, ça me fait penser, si on raconte ses rêves, finalement c'est du conte aussi. Mais puisque le cerveau, toutes les nuits, il fait la mise à jour disque dur en créant du rêve, et que lui, c'est ça qui lui permet de réencoder l'information de façon adaptée, bah voilà, la boucle est bouclée. Parce que si on raconte nos rêves, enfin, moi ça me faisait rappeler justement un rêve où il y avait un tsunami, une vague terrible, et une dame me racontait qu'il fallait qu'elle mette les enfants dans la voiture vite avant que la vague arrive. Donc ça me faisait penser à ça. Et en fait, finalement, elle s'est aperçue que bah oui, mais dans ce rêve, elle était quand même arrivée à attacher les enfants, même si la vague s'était écrasée. Puis elle me dit, j'étais même surprise parce que finalement, ça n'avait pas fait tant en chamboulement de ça. Puis on était tous sains et saufs. Puis une fois que la vague est partie, nous, on a pris la suite. Elle me dit, en fait, avant je faisais des rêves où on se faisait écraser, puis j'étais impuissante. Ben, maintenant j'ai sauvé mes enfants. Donc le cerveau, il arrivait à avancer et à ne plus être dans l'impuissance. Donc c'est super intéressant d'observer ça. Toute la nuit, on a des contes qui nous racontent, et ça vient de notre propre organe, là, c'est génial. C'est formidable le cerveau. C'est auto-généré. Et il y a beaucoup de formations de conteurs en Normandie ou dans la région? Ah ben là, je viens de passer 2 jours au lycée agricole du Robillard, où il y avait, tous les 2 ans, il y a un rassemblement de toutes les associations de conteurs de Haute et Basse Normandie. Vous les avez comptés? C'est 11 ou 12. 11 ou 12. Donc ça permet de faire le point un peu sur le fonctionnement du conte en Normandie. Et c'est vrai que apparemment ça fonctionne pas mal. Il y a quand même du monde. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Entre la lecture et le conte. Bah vous avez une association loi, non? Ah ouais? Ah oui? Non. Oui, c'est autrement dire ou... Je me demande, c'est pas autrement dire. Non, la lecture, je pense pas que ce soit les mêmes choses. Le fait de les noms se ressemblent un peu, et du coup, je sais pas toujours, mais il me semble que c'est autrement dire. C'est un peu, Olivier me demandait si la lecture et les contes, ça utilisait la même zone du cerveau. Alors, je ne sais pas répondre précisément, mais en tout cas, le fait d'être en connexion avec un autre être humain et en présence en temps réel, je pense que c'est quand même beaucoup plus puissant au niveau du cerveau. Après, c'est la lecture en mode je lis, ou c'est la lecture en mode quelqu'un lit pour... Non, c'est-à-dire, moi je lis, c'est-à-dire, j'évolue mon imaginaire. C'est vraiment le côté visuel qui parle, qui est mis en action, alors que quand on écoute, c'est vraiment l'air auditive. Et en fait, dans le conte, il y a vraiment la parole vivante, je pense, qui fait qu'il y a une interaction. Alors que dans la lecture, c'est vraiment passif, en fait. C'est l'imaginaire propre à chacun qui se développe par rapport à la lecture. C'est vrai que là, le fait de le voir si on n'échange pas avec les autres. Oui, c'est ça, ouais. S'il n'y a pas un échange après. C'est vrai qu'il y a l'auditif, mais il y a aussi, comme vous disiez, le fait de le voir compter, de le voir faire ses pauses. Alors on est là, on a la fille. C'est vraiment différent de quand nous on lit et qu'on est à son rythme à nous. Donc parfois on a envie d'aller vite et puis on passe des pages vite, on lit le truc, mais là on est contraint de se connecter à l'autre en fait. Ça rend plus vivant le récit, forcément. L'interprétation avec toutes les ponctuations et le ton employé, ça contribue à rendre vivant l'histoire. Un peu comme le prêche du curé, vous savez, pendant la messe. Et même la 7ème vague, si je peux me permettre, mais les contes qui ont été racontés avant, la 7ème vague n'avait pas la même intonation de voix. Et le même, dans les premiers mots, je me suis fait la réflexion que vous n'aviez pas la même intonation de voix. On avait l'impression que ça venait ça venait de loin, quoi. Ça partait de loin. Ouais. On sentait qu'il y avait une... Comment dire? Que pendant que vous parliez, vous aviez des images qui vous revenaient peut-être de votre enfance, et que bling, le truc n'était pas du tout pareil. Était plus vivant, était plus... Vous vous rendiez compte que vous aviez ça, non? Vous ne le saviez pas?
Il faut venir au Havre pour savoir ça. Mais Non, mais il y a de la matière en fait, on sent que. ouais, c'est ça, ouais. Il y a plus d'émotion. Une émotion, voilà, l'émotion. Dès les premiers mots, il y avait l'émotion qui sortait. Enfin, je sais pas, on avait l'impression que la gorge s'ouvrait plus, on sentait que le son sortait plus, mais en même temps plus doux, plus fin. Quoi. Bon, voilà. Bon, bah, il va falloir qu'on conclue. Affaire à suivre. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis, bah, merci à vous tous d'être venus. J'espère que c'était à peu près conforme à ce que vous imaginiez. J'avais dit à Senga qu'il y avait un compteur et puis qu'éventuellement, moi, j'illustrerais un peu s'il y avait des questions autour de la psychologie.